La Côte d'Ivoire est un pays de football, c'est un pays ami surtout. Nombreuses sont les relations que j'ai pu tisser le long de ma carrière avec les joueurs ivoiriens, les internationaux ivoiriens. Je suis toujours très ravi de venir en Côte d'Ivoire. Petit secret, je ne sais pas si j'ai vraiment des petits secrets, mais j'ai une expérience que je veux bien partager avec vous et faire, via votre relais, partager notamment à la jeunesse ivoirienne, celle qui aspire à jouer au football, à devenir des Youssouf Fofana, des Didier Drogba, des Laurent Bocou, et j'en passe. Et puis je n'ai pas la prétention de donner des cours de journalisme. J'ai la chance d'exercer un métier de consultant qui me tient à cœur, de partager donc ce travail avec d'éminents journalistes. J'ai appris d'eux. J'essaie de faire part de mon expérience d'athlète à travers mes remarques et analyses derrière un micro. C'était pas gagné d'avance, mais j'ai eu la chance d'avoir été épaulé, guidé dans cette fonction, et j'espère toujours la pratiquer le mieux possible. Et puis voilà, je pense que pour mon propos introductif, j'en ai dit assez. Quel est votre avis sur le football local ivoirien? Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, je n'ai pas la possibilité depuis la France, même si Canal+ est partenaire du football ivoirien, de le suivre, comme je n'ai même pas beaucoup l'occasion de suivre déjà le football camerounais. Ce que je constate, c'est qu'il y a des talents, puisqu'on voit tout le temps des pépites sortir de ce championnat. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on a nous mettre comme amuse-bouche cet après-midi, les récents vainqueurs des coupes et championnats, pour en apprendre un peu plus sur ce championnat. Il fut un temps où on regardait, on voyait toujours les mêmes, on voyait Africa Sport, puis la SEC, et puis la SEC seule. Maintenant, il y a une évolution. Le football peut venir de San Pedro, pas seulement à Abidjan. Et c'est une bonne chose, parce que s'il y a des produits dans ce pays, j'ose bien penser qu'ils ne sont pas tous issus d'Abidjan. On a échangé longuement au Caire avant la finale de la CAN 2019 sur un sujet peut-être que certainement c'est le moment choisi pour établir la vérité. On vous a collé des propos assez durs sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pendant la CAN 2019. Aujourd'hui, vous êtes en terre ivoirienne. Je pense que c'est l'occasion de rétablir la vérité. C'est vrai qu'on a échangé, vous avez dit certaines choses, mais aujourd'hui, tout le monde est là pour pouvoir entendre de votre bouche ce qui s'est réellement passé. Merci pour cela. Je vais essayer de ne pas être long, parce qu'effectivement, je ne pense pas que le propos soit une justification, bien que là, il s'agit pour moi de rétablir ma connivence avec le football ivoirien. Je parle de connivence parce que effectivement, je n'ai aucun souci, bien loin s'en faut, avec la Côte d'Ivoire, son football et son équipe nationale surtout. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, j'avais de façon contractuelle une limitation, donc je ne pouvais pas donner d'interview, notamment concernant la compétition. Et je l'appellerai quand même professionnel de la fonction, puisqu'il est bien connu, s'est permis de faire un jeu de questions-réponses, alors que
j'insiste bien, je n'ai pas fait d'interview. Et en fait, il avait envie de passer un message selon lequel l'équipe de Côte d'Ivoire jouait mal au football, avait un problème au milieu de terrain. Et plus grave encore, de m'apprêter les propos selon lesquels j'étais tellement déçu de la qualité que je souhaitais même l'élimination de la Côte d'Ivoire. Donc là, je pense que c'est allé vraiment loin. J'ai essayé de rencontrer pendant la compétition ce journaliste et je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Ce n'était pas du tout pour faire la guerre, mais simplement pour comprendre sa façon de travailler. Suite à cela, plus grave, c'est qu'un autre journaliste a pris cette interview pour faire un article. Et dans cet article, il a commencé par m'insulter. Je ne suis pas sûr que ce soit dans beaucoup de lignes éditoriales, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, que de se permettre d'insulter des personnes qui auraient donné un avis, parce que quand bien même c'est moi qui avais répondu, ce n'était qu'un avis que j'aurais donné. Donc, de la façon la plus pacifique, j'ai essayé de le contacter via son adresse mail qui apparaissait après sa signature sur cet article et je n'ai pas eu de retour de sa part. Donc je me suis retrouvé pris par l'émotion du supporter ivoirien et dans ces supporters il y avait donc des journalistes. Et beaucoup ont pris pour argent comptant ces propos qui m'avaient été accolés, alors que, je le répète, je n'avais pas fait d'interview. Là où je peux rejoindre par rapport à cette interview, c'est que oui, j'estimais qu'il y avait un problème au milieu de terrain et notamment derrière les attaquants. Et ça, c'est l'un des commentaires que j'ai pu faire lorsque j'ai eu la possibilité de commenter un match de la Côte d'Ivoire, mais je pense que ça s'est arrêté là. De là à penser que je voulais le mal de la Côte d'Ivoire. Alors oui, effectivement, il y a une équipe parmi les 24 que je voulais voir gagner la compétition, mais vous savez quelle est cette équipe. Mais quand bien même je l'ai commentée, je n'ai pas dit qu'elle était la plus merveilleuse, qu'elle était exceptionnelle. J'essaye vraiment d'être, et c'est pas facile tout le temps, impartial, même quand je commente le Cameroun ou le Paris Saint-Germain. Mais vraiment, je ne peux pas m'amuser à attaquer d'abord des footballeurs, parce que j'ai été footballeur. Alors je peux le faire, je peux faire cette erreur, ça m'est déjà arrivé, et je m'en suis même sans aucun problème excusé. J'ai eu par exemple cette vérité avec Kopa Barry. J'ai eu des propos déplacés, mais malgré moi, et derrière, je n'ai pas eu de mal à venir rectifier le problème. Mais je n'ai pas eu de problème déplacé pendant cette compétition à l'endroit des éléphants, donc il était difficile d'accepter derrière tout ce déferlement d'insultes notamment. Et si ça peut servir à rétablir, mais sachez que je ne me porte pas plus mal que ça parce que j'ai l'esprit tranquille. Merci. Patrick Mboma, vous avez fait toute votre carrière propre dans les équipes européennes. Alors de là, on peut dire que vous ne maîtrisez pas bien l'environnement des clubs africains. Et si on vous demandait de nous dire qu'est-ce qu'il faut justement à ces clubs africains, surtout dans la partie sud-africaine, pour atteindre les normes normales? Alors, j'ai quand même l'expérience, certes en Europe, mais du football amateur et du football professionnel. Je pourrais longuement parler de la transition entre les deux milieux, je pourrais parler aussi du football amateur et des différences entre le football amateur et le football professionnel. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur et pour cela je suis allé vers je suis retourné vers le football amateur. J'ai, je pense comme vous, d'abord le droit et la possibilité de parler du football africain
simplement de par mes observations. Je pense que vous êtes ici tous à parler du football professionnel sans nécessairement avoir joué la Champions League ou la Coupe du Monde, mais vous êtes capable d'en parler. Donc je ne pense pas perdre en légitimité si je parle d'un sujet football, quand bien même ça soit un football que je n'ai pas pratiqué. J'ai eu quand même des coéquipiers en équipe nationale qui venaient des clubs amateurs. J'ai eu des adversaires qui étaient dans des championnats qui étaient locaux et aussi amateurs. Maintenant, pour essayer de répondre à votre question, la grande différence qu'il y a entre le football amateur et le football professionnel, c'est l'implication qu'on met dans son travail. Et je parle de travail parce que même pour le football amateur, il s'agit en règle générale d'un travail, d'une vraie fonction. Et parfois dans le football professionnel, il y a des joueurs qui ne mettent pas tout pour réussir au mieux leur carrière. Et des clubs, des dirigeants qui ne font pas nécessairement tout pour faire marcher au mieux le club, comme c'est le cas pour certaines fédérations, et je dirais même malheureusement beaucoup sur le continent. L'état d'esprit est important, savoir qu'un footballeur amateur, notamment s'il pense, et je dis notamment, mais ce n'est pas la seule raison, s'il pense à passer le cap, doit avoir dès le départ des attitudes qui convergent vers celles qu'il voit, qu'il observe ou dont on lui fait perdre dans le football professionnel. Arriver en retard pour l'entraînement ne doit pas être la panacée du football amateur par rapport au football professionnel. Comme le football professionnel, on sait qu'il y a de mauvais comportements, des gens qui se donnent des jours de vacances supplémentaires alors que leurs coéquipiers sont là à les attendre. Encore une fois, on peut disserter très longtemps, la question est quand même assez ouverte, mais vraiment pour moi, je remets en avant l'état d'esprit, la mentalité. Être professionnel, c'est d'abord dans la tête avant d'être sur une page, sur un contrat. Je me souviens que jeune et footballeur amateur, il n'était hors de question pour moi de sortir la veille de match. Il était hors de question de m'occuper de ma copine la veille du match. Ce sont des attitudes comme ça. Cirer les chaussures était quelque chose pour moi d'essentiel pour me présenter un match. Tout comme aujourd'hui, face à vous, quand j'arrive de façon professionnelle, j'éteins mon téléphone pour ne pas être dérangé. Ça, c'est une attitude. Et quand on arrive à avoir ce genre d'attitude, on arrive à faire des choses importantes. Je sois les bienvenus ici à Abidjan. Et bon, c'est nous. Donc, je travaille pour Abidjan. Voilà ma question. Depuis 19 ans, Patrick n'est plus en activité. Il a changé, il est devenu consultant dans une chaîne de renommée internationale. Alors, ce que j'aimerais savoir, nous voyons votre compatriote et collègue en équipe nationale Cameroun, Samuel Eto'o, et bien d'autres partager son expérience en faisant autre chose. Nous le voyons ici avec Didier Drogba, n'est-ce pas, qui partage son expérience en faisant autre chose, c'est-à-dire à travers la fondation. À quand la fondation Patrick Mboma, vous qui avez été champion d'Afrique, champion olympique. Donc on se laisse parfois de vous voir seulement parler derrière le micro, alors à quand la fondation Patrick Mboma. Merci pour ce mot de nouveau de bienvenue. Vous parlez de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, deux icônes de référence du football contemporain. On a toujours dans la bouche, dans les lèvres de tous ceux qui parlent du football, ces deux noms qui reviennent, qui sont de véritables exemples sportivement déjà, et puis aussi en dehors du terrain. Maintenant, la première des choses que je ne comprends pas, d'où vient l'idée que parce qu'ils ont fait quelque chose, quelqu'un d'autre devait faire la même chose.
Parce que si c'était le cas, il y aurait 600 fondations en Afrique. Alors, en parlant de fondations, manque de temps de par mes activités de ces deux dernières années, il faut savoir que je suis depuis 2013 ambassadeur de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, ambassadeur de la lutte anti-braconnage de l'éléphant. Ça tombe bien, on est dans le pays des éléphants, que j'ai mené campagne par rapport à ce combat, que j'ai eu la chance de voyager, de me retrouver à New York, à l'ONU, pour faire un discours devant les chefs d'État. Je me suis retrouvé à plusieurs conférences. Et puis, en 2017, lors d'une de ces conférences au Tchad, j'ai annoncé que j'allais mettre en place une fondation. Donc, une fondation, c'est ce que vous vouliez. J'espère que vous ne m'obligez pas à être dans le football pour autant. D'accord. Donc, un an plus tard, les statuts officiels, l'officialisation administrative est arrivée. Donc, il s'agissait de mai 2018. Et il s'est avéré que j'avais commencé depuis octobre 2017 un master, un MBA, que j'ai obtenu il y a quelques semaines, donc en management et gestion du sport, que j'ai fait au sein de l'UEFA, et qu'entre mes fonctions de consultant et ce diplôme, ce MBA, et les différents voyages à travers le monde pour aller acquérir cette expérience, mon stage d'entreprise que j'ai fait au sein de la Confédération africaine de football, où j'ai passé quasiment 2 mois en plusieurs étapes, a fait que je n'ai pas encore jeté les jalons de cette fondation, mais je comptais et je compte démarrer les activités dès cet été, donc on est en plein dedans. Donc d'ici à, je dirais, octobre, on entendra parler de ma fondation. Donc je ne suis pas obligé d'avoir une fondation, mais j'en ai une. Merci. Merci. Comment se porte le football local au niveau du Cameroun, notamment le Canon, le Tonnerre qui ont fait la fierté du Cameroun et puis est-ce que réellement le Cameroun souffre d'infrastructures sportives à telle enseigne qu'on veut arracher la CAN 2021 au Cameroun au profit de l'Algérie? Merci. Alors, merci aussi pour cette question et le fait on va d'arriver sur les CAN à venir. Et je dis bien les CAN à venir, et pas simplement la CAN 2021. Le football local au Cameroun, vous avez cité de beaux noms, de bons exemples. Je pense que le football camerounais souffre de son manque d'organisation. Alors il y a l'arbre qui cache la forêt, et encore pas toujours. Avec ces résultats, l'équipe nationale de football a eu ses moments de gloire. C'est cyclique, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. Quand bien même, je me souviens, on avait été champion d'Afrique en 2008, les gens se plaignaient de dire ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Cameroun. C'était quand même une finale de Coupe d'Afrique. Il y a une Coupe d'Afrique gagnée en 2017, et puis on a dit oui, mais c'était pas du bon jeu. Bon, on est quand même champion d'Afrique. C'est difficile de demander beaucoup plus, même si on y arrivera un jour. Il y aura bien un Africain qui sera champion du monde. Ce manque d'organisation fait que on a délaissé le travail au niveau des clubs, déjà au niveau de la base, au niveau des jeunes, et on s'est retrouvé à avoir un championnat déserté parce que les talents s'en allaient, parce que les formateurs, les entraîneurs n'étaient pas formés,
parce que le championnat, on ne savait pas quand il commençait ni quand il se terminait, parce que la finale de coupe doit être jouée avant que le championnat ne reparte, le championnat nouveau ne reparte, mais la coupe est retardée, donc le championnat est retardé. Beaucoup de choses qui ont fait que la dirigeance du football là-haut a un peu déteint sur ce qui se passe à une échelle inférieure, et on a vu la disparition de belles enseignes de notre équipe. Bien entendu, quand on parle du Cameroun, on a référence à de très grands joueurs, des Koundé, des Manga Mugene. Ça c'est le passé. Aujourd'hui, on a un club qui est en souffrance. Et puis on a vu de bons exemples avec l'émergence de clubs comme Coton Sport, qui, de par sa structuration, a réussi à avoir de belles histoires, plusieurs titres de champion du Cameroun, une finale de Coupe africaine. Donc, si on n'est pas conscient de la tâche à accomplir au niveau des dirigeants, si on n'est pas conscient de comment et l'importance de bien organiser, de bien structurer les championnats, si on ne s'attache pas à faire attention à la relève qu'est la jeunesse et donc le football des jeunes, qu'on continue à ne pas organiser parce que ce n'est pas vendeur, alors on se trompe, on fait fausse route, et on a effectivement non seulement des clubs qui disparaissent, mais un championnat qui devient de moins en moins attractif. Et voilà, on se retrouve à voir... alors bien entendu, il y a toujours un champion du Cameroun, il y a toujours un champion de la Coupe du Cameroun, mais on n'arrive pas à pérenniser le travail pour faire en sorte qu'une enseigne s'inscrive sur le long terme au niveau du continent notamment. Oui, pardon, merci. Il y avait aussi le problème des infrastructures. Le Cameroun, par rapport à sa valeur sur le continent, est bien en retard au niveau des infrastructures. Ça, c'est une évidence notable. Le fait qu'en septembre 2014, la Coupe d'Afrique lui a été octroyée était une chance pour voir le Cameroun se doter de meilleures infrastructures. Mais le Cameroun ne manque pas que d'infrastructures sportives. Et dans un contexte, sans vouloir entrer dans une réalité politique, dans le contexte dans lequel on peut, nous, amoureux du football, ne regarder que le football et dire qu'il faut faire mieux, qu'il faut construire des stades. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours rêvé de disputer, pas seulement de voir organiser la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et pour ça, il fallait notamment construire des stades. Et là, je me posais la question, mais comment on va y arriver, puisque je comprends de la classe politique qu'on n'a pas de moyens. Et puis on s'est mis pour 2019 très tard au travail. On a démarré de grands travaux. Je pense à la construction de 2 stades, il y a un Douala et un Yaoundé. Et on se rend compte qu'on construit des stades de 50 et 60 000 places, lorsque les recommandations sont, pour la Coupe d'Afrique des Nations sont de 40 000. Et si ce n'était que les stades, je dirais que je ne m'inquiète pas pour 2021. Le nombre et la localisation fait qu'on aura de quoi organiser sur cet aspect-là une belle compétition. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aller de stade en stade. On parle donc de là d'infrastructures routières, aéroportuaires. On fait des efforts, mais si on devait jouer la CAN aujourd'hui, on ne serait pas prêt. Et connaissant mon pays, j'ai peur que certains travaux qui ont été ralentis du fait du glissement de date, j'ai peur que certains travaux ne reprennent pas ou ne reprennent que tard. Et c'est en ça que j'aimerais lancer un appel, une alerte
auprès du peuple ami ivoirien. Encore une fois, je ne veux pas entrer dans des aspects politiques, même si on ne peut pas les occulter totalement. Mais pour être prêt en 2023, il faut commencer les grands travaux maintenant. Il ne faut pas attendre de regarder ce qui s'est passé en 2020, ce qui se passera en 2021 pour dire « Ah, on sait comment il faut faire ». Non, c'est maintenant, avec sa patte, avec sa réalité. La Côte d'Ivoire peut ressembler, mais ce n'est pas le Cameroun. Il faut que la Côte d'Ivoire ne fasse pas l'erreur du Cameroun qui a attendu beaucoup trop de temps avant de se mettre au travail. C'est une du 15 du quotidien de sport. Lors de la CAN, on a vu des entraîneurs locaux sur les bases techniques des clubs, des pays, qui ont un peu levé. Pensez-vous que la présence des entraîneurs locaux est importante pour les pays africains? Et à quand est-ce que le Cameroun recevra un entraîneur local sur ce côté? Moi, je pense que la présence des entraîneurs locaux est indispensable. Pour la bonne et simple raison est que j'imagine mal qu'on puisse mieux traiter ses propres enfants qu'en étant les parents de ses enfants. Je ne dis pas que c'est la seule façon d'évoluer. J'ai obtenu des titres en équipe nationale avec des entraîneurs, une fois avec un entraîneur camerounais et d'autres avec des entraîneurs qui n'étaient pas camerounais. Donc on est capable d'obtenir des titres de toute façon parce qu'on on réussit avec la qualité, avec le jeu, avec la chance à faire en sorte de gagner des titres. Maintenant, moi je suis dans le long terme. Je pense qu'il faut s'inscrire sur le long terme et pérenniser le travail. Et je pense aussi, sans que ce soit encore une vérité pour tous, hein, je pense que la connaissance du football local, la connaissance du football continental aussi, la connaissance de la mentalité, des us et coutumes, fait qu'on gagne beaucoup sur beaucoup d'éléments. Parce que on peut partir bien entendu sur de la stratégie, de la tactique. Bien entendu, on ne peut pas ne pas faire attention à l'aspect athlétique, des choses. Mais ça, ce sont autant de choses qu'on est capable de faire quand on est ivoirien en Côte d'Ivoire ou namibien en Namibie. Pour moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a aussi beaucoup appris des étrangers pendant plusieurs décennies et qu'aujourd'hui, il peut être temps de revenir à un football plus africain. Alors, l'exemple de la Coupe d'Afrique 2019, ce sont deux techniciens qui ont quand même eu un parcours de joueurs en France et qui ensuite ont eu leur chance dans leur pays. Je pense bien entendu à l'Algérien Belmadi, je pense au Sénégalais Cissé. Mais je pense qu'ils connaissent mieux l'Algérie et le Sénégal que d'autres entraîneurs qui ont pu avoir des succès. Alors bien entendu, on peut prendre l'exemple de Bruno Metsu, on peut prendre l'exemple de Claude Leroy, de Pierre Lechantre, de personnes comme ça qui ont réussi à s'intégrer pleinement à la réalité locale. Et je pense que ça reste quand même une des vérités, hein, de faire très attention à devoir bien appréhender l'univers local, l'univers domestique. C'est vraiment primordial. Donc oui, ça reste pour moi indispensable que l'on se tourne ou qu'on revienne plus souvent vers des entraîneurs au moins africains, pour ne pas dire nationaux. Et puis pour le Cameroun, on verra l'évolution. On parle en ce moment de l'importance d'avoir un entraîneur local. Ce sera peut-être la décision qui viendra dans quelques semaines. Merci. Terminé. 12h10, 11 minutes.
Je pense que vous avez fait le tour. Apparemment, vous êtes satisfait. Merci encore une fois. Je vais me permettre de demander à notre cher Patrick. La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition qui marque énormément les Africains. Et vous avez été double champion d'Afrique. Donc vous avez gagné 2 CAN. Mais vous avez aussi gagné les Jeux Olympiques. Pour nous dire aujourd'hui quelle est la sensation que vous retenez d'une CAN ou des Jeux Olympiques. Parce qu'une médaille d'or olympique, on sait ce que ça représente dans la vie de tout athlète. Et vous avez gagné 2 Coupes d'Afrique. Pour nous Africains, qu'est-ce qui a été, je vais terminer sur quel était vos plus beaux moments dans votre carrière de footballeur. Et puis, qu'est-ce qui a été vos moments les plus tristes? Est-ce que vous avez retiré des échecs? Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez fait qui vous permettrait d'éviter cet échec-là qui vous a marqué? Alors, d'abord, sans vouloir prendre le contre-pied, et moi-même je me surprends à le constater, mon meilleur moment de footballeur a été le 30 septembre 2000 quand on remporte les Jeux Olympiques. Je parle de surprise pour moi parce que je suis né avec la vision du football. Pour moi, c'est d'abord du football africain et du football camerounais. Pour moi, c'est d'abord cette victoire des Lions en octobre en 84. Vous savez où ça s'est déroulé? Bon, c'est parce que j'ai 13 ans que ça me marque. J'ai bien entendu la Coupe du Monde 2 ans avant. Le Cameroun est parti sans perdre, mais sans se qualifier non plus. Et pour moi, le football, c'était il faut jouer, gagner la CAN, soulever le trophée. C'est pas les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans où on en profite pour regarder les escrimeurs, pour regarder les nageurs. Et puis, bien entendu, c'est la finale du 100 mètres et d'autres compétitions dites majeures pendant cette compétition. Et puis, je me retrouve au début de l'année 2000, après avoir gagné la CAN que le Cameroun attendait depuis 12 ans, à comprendre que le Cameroun est en passe de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et là, on me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller aux Jeux Olympiques? Oui. Si on se qualifie, il faut aller à Sydney. Parmi les 3 overage, je serais content de trouver une place. Et puis le Cameroun se qualifie, et puis l'été passe, on n'y pense pas plus que ça. Et arrive le mois d'août, et là on commence à préparer, et on dit, mi-septembre, il y a les Jeux Olympiques, est-ce que tu veux y aller? Alors on dit, je vais y aller, ouais. Vous savez, je suis d'abord parti là-bas avec mon appareil numérique. J'étais au top à l'époque. En 2000, mettez-vous en 2000 avec un appareil photo numérique. Je ne savais pas très bien comment il marchait, mais je fais mes photos, capable de revoir les photos. Je ne savais pas ce qui était le petit mémoristique que faisait Sony là, pour stocker les photos. Bon, je pars aux Jeux Olympiques, mais plus en touriste qu'en athlète. Alors bien entendu, quand les matchs se jouent, on a envie de les gagner, mais en arrivant à Sydney, c'est peut-être bizarre, parce que j'estime être un compétiteur, mais mon idée n'était même pas de gagner les Jeux Olympiques. Je ne pensais même pas que c'était atteignable, même si le Nigeria l'avait gagné 4 ans plus tôt. Donc, je pars, et puis, le chemin faisant, on se rend compte, bon, on a passé le premier tour, et puis on est en quart de finale contre le Brésil. Alors, le Brésil avait dit qu'il gagnerait la compétition, donc pour nous, on va participer, et puis on va repartir, et puis on bat le Brésil. Et après, ça commence à devenir ça dans ma tête. J'étais à Parme à l'époque, je dis à ma femme, viens jusqu'en Australie, parce que je vais aller jusqu'au bout cette fois-ci. Et là, en fait, commençait à arriver
à mûrir l'idée qu'on pouvait donner une première médaille d'or au Cameroun. En étant le football, moi je pensais que le Cameroun avait déjà des médailles, puis je cherche, je dis oui, mais dans quelle discipline? La boxe? Non. Et puis on arrive, on passe les demi-finales, on se retrouve en finale, 104 000 spectateurs, et là on se dit, écoutez, hors de question de laisser passer ça. Hors de question, j'avais jamais eu d'échec en finale, et je dis bien en finale, en football, je n'avais jamais eu d'échec en finale, même s'il fallait aller gagner au penalty. Et là, 2-0 à la mi-temps, contre nous, on a quand même des Xavi en face, des José Marie, on se dit waouh. Alors là, je vous donne une anecdote qui explique que finalement je suis un compétiteur. C'est que quand on est rentré dans le vestiaire, j'ai vu un entraîneur qui levait la tête au ciel, comme pour dire bon, ben, c'est dommage, on est passé à côté de quelque chose. Je me suis levé de mon banc, je me suis mis tel un coach au milieu du vestiaire, et en 2 minutes, j'ai reboosté le moral de tout le monde. D'abord des joueurs qui avaient baissé la tête, à qui j'avais dit de relever la tête, qui se sont sentis très forts tout à coup, et puis de l'entraîneur qui a repris ses esprits. Puis derrière, on connaît la suite, on est revenu au score, on a gagné ce match. Excusez-moi d'être un peu long, mais j'adore cette histoire. C'est long. Et le moment le plus important, certainement de ma vie d'homme, bien entendu, je mets à côté mariage, naissance d'enfants, mais vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'ai eue au moment d'entonner, que dis-je, de crier l'hymne national. J'ai eu un sentiment de fierté incommensurable. Le Cameroun avait mis 12 ans, donc en 88 et 2000, pour obtenir de nouveau la Coupe d'Afrique, en se rappelant qu'on était finaliste et vainqueur en 84, finaliste en 86, finaliste et vainqueur en 88, donc on avait l'habitude de donner de bonnes habitudes aux gens. 90, on fait une Coupe du Monde mémorable, et puis on se retrouve à penser que le Cameroun ne peut plus avoir de problème. Et finalement, il y a eu une longue traversée du désert, donc la Coupe d'Afrique aurait dû être pour moi quelque part l'apogée. Mais en fait, pas du tout. Ça a été vraiment cette victoire aux Jeux Olympiques qui est venue sur le tard, mais qui m'a donné une joie qui reste pour moi d'une jouissance peu commune. Et les moments tristes, bien entendu, il y en a. J'ai perdu une seule finale. Après, c'était avec Parme, c'était une finale de Coupe d'Italie. Pas de chance, c'était la finale la plus lucrative pour moi dans ma carrière. Mais c'était pas le moment, c'était pas du tout le moment le plus triste. Je pense que j'ai été triste sans être acteur, sans être protagoniste, quand quelque part on vous a donné votre première Coupe du Monde en 2006. J'accompagnais l'équipe à l'époque et on était venu ici en septembre, on s'était imposé 3-2, on était fiers. Dormir à 17h. C'est ça, c'est ça. Et le match retour, ce penalty, j'avoue qu'on avait donné un penalty qui n'était pas mérité. Et puis il faut tirer ces penaltys, on le marque, on va à la Coupe du Monde et le rival ivoirien n'y va pas. Et ben là j'ai été tellement triste que j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé ma Coupe du Monde, que j'étais joueur, mais c'est quoi, c'est le supporter, je suis supporter du football, supporter des Lions indomptables, et il a été très difficile pour moi de voir partir cet espoir sur un geste technique. Mais je pense réellement que j'ai eu une carrière
tellement riche que je ne peux pas me lamenter de certaines défaites, de certains échecs. Je suis juste reconnaissant à l'au-delà de m'avoir permis d'avoir cette chance dans la vie. Et c'est une chance qui me donne beaucoup d'autres voies, puisque ça m'a permis d'évoluer dans ma vie d'homme. Ça me permet d'être aujourd'hui consultant et de faire un travail que j'aime beaucoup, et ça me permet d'être aujourd'hui à Abidjan sur votre invitation. Merci encore. Merci. Merci.